Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Le moment débat. Bonsoir Sarah, bonsoir Philippe. Bonsoir. Merci à tous les deux d'avoir accepté de venir dans cette émission. Alors du coup, nous allons parler surtout dans ce temps de débat, l'éducation au goût, la sensibilité aux odeurs. Est-ce que quelqu'un veut lancer la première question pour changer ? Ça évitera que je pose toujours la première question, sinon je m'y colle. Alors tout à l'heure, personne ne voulait lâcher le micro, mais maintenant tout le monde me regarde, genre démerde-toi, pose ta première Pourquoi question. du Babybel dans les écoles ? Oui, par exemple. Pourquoi de la vache qui rit dans les écoles ? C'est pas un problème du fromage, c'est un problème du goût finalement. Il y a deux aspects, c'est moins cher, ça n'a pas de goût, donc ça ne choque pas les gamins qui ne sont pas éduqués. Et troisièmement, il paraît que microbiologiquement et sanitairement, c'est plus sain. Moi, je voudrais qu'on parle de cette éducation au goût, parce que si vous remplacez le Babybel par un fromage qui a du goût, c'est pas sûr qu'il puisse être accepté par toutes ces petites têtes blondes. Donc, avant de t'énerver sur le Saint-Nectaire et le gestionnaire de la cantine, peut-être qu'il faut s'énerver sur celui qui éduque au goût, c'est-à-dire la société, la famille, les parents. Voilà. Donc, Sarah, tu peux peut-être... Rebondir là-dessus. Et effectivement, on va dans les cantines, je travaille avec eux pour tout ce qui est lutte contre le gaspillage alimentaire. Et le but, c'est de réduire la quantité de déchets. Mais en fait, en réalité, le plus gros du travail qu'on sensibilise les convives, c'est de retrouver la valeur de l'aliment. Donc, je retombe complètement sur ce qui a été dit là. Et par contre, effectivement, au moment du passage à la cantine sur le plateau repas, ça demande un petit accompagnement, une présentation du produit, tout simplement, parce que l'éducation au goût, la finalité, c'est aider à ce que les aliments qui sont considérés comme nouveaux, non familiers, on les accepte, on les découvre, on retrouve confiance et qu'une curiosité s'éveille pour justement s'ouvrir à un régime alimentaire plus important. Oui, c'est ça. Il faut pas travailler sur l'odeur et la puissance du goût au départ, mais sur l'aspect et l'acceptation. Mais c'est vrai que la grosse tranche de Saint-Nectaire avec une croûte avec plein de poils de chat, quelque part, ça ramène à des représentations qui sont celles des cheveux au fond du lavabo et des moutons sous le radiateur. Donc c'est peut-être ça qu'il faut un petit peu... Sur le goût des enfants, je dirais que le Saint-Nectaire, nationalement, est l'un des plus acceptés des fromages. On anime dans des colos aussi. Et oui, le Saint-Nectaire, unanimement, des petits jusqu'aux ados, c'est le super Saint-Nectaire. J'en suis ravi. Super fromage. Ouais. Donc, oui, mais Saint-Nectaire laitier ou fermier ? Parce que là, il y a une petite différence sur l'acidité, il y a une petite différence sur la texture, même une grosse différence sur la texture. Même le fermier, ça passe sans problème. Voilà, parce que l'odeur et le goût, c'est finalement quelque chose d'extrêmement complexe, c'est quelque chose qui est fabriqué par le cerveau, quelque chose qui est construit par son histoire, quelque chose qui est construit par son éducation. Donc, il ne faut pas évoquer les problèmes physiologiques, il faut évoquer les problèmes éducatifs et les problèmes de... reconstruction, de construction de son plaisir. Moi, j'ai une question de maman. Alors, quand les enfants veulent manger la croûte toute pourrie d'un fromage, c'est dangereux ou alors au contraire, c'est bon ? Alors, absolument pas dangereux. Sauf si c'est la croûte du Babybel. Sauf si c'est une croûte de fromage dure et épaisse sur lequel on a mis un petit peu de cire pour la rendre brillante ou pour qu'elle soit un peu plus appétante pour l'acheteur. C'est par exemple le Gouda, etc. Donc, les croûtes, ça pose aucun problème, sauf si elles ont été transformées industriellement. Alors, le problème de la croûte, c'est le goût. Donc, on peut dire, je ne veux pas cette croûte parce qu'elle a un ressenti ou un goût, une odeur âcre, etc., qui peut être tout à fait un plaisir pour certains et une détestation pour les autres. Ça va évoluer d'ailleurs en fonction de l'âge. Mais si on veut faire un petit peu de physiologie, oui, la croûte, absolument, parce que la croûte, c'est plein de moisissures. Les moisissures, si je vous rappelle l'histoire pasteurienne de la découverte des antibiotiques, et c'est bien en laissant des moisissures se développer sur une boîte de staphylocoque doré qu'on a pu mettre en évidence la pénicilline. Donc la croûte de fromage, c'est plein d'antibiotiques. C'est plein d'antibiotiques, des antibiotiques qui vont jouer leur rôle dans votre flore digestive et qui un rôle qui consiste à éliminer ou ralentir le développement des bactéries pathogènes. À ceci,
On peut même citer que le Saint-Nectaire laitier est bien plus efficace pour contrôler les listeria, pardon, pas les salmonelles, mais les listeria qui se développeraient à la surface du fromage au cours de la manipulation ou au cours de son affinage. Donc, une croûte avec une énorme diversité bactérienne et une énorme diversité de moisissures, c'est la garantie d'une croûte saine. Et c'est la garantie d'une très bonne santé. Alors en Allemagne, ils ont fait ce travail, parce que ils ont analysé, ils ont essayé de résoudre le problème des enfants allergiques, les enfants des villes allergiques, et ils les ont mis une semaine, 15 jours dans des fermes, et leur ont même demandé de lécher les stabulations. Vous savez, c'est... oui, on gratte comme ça les fesses un petit peu séchées des animaux, et dans ces fesses un petit peu séchées, il y a des moisissures qui se développent, et ces moisissures, elles sont extrêmement protectrices, dopantes l'immunité des enfants. Donc on a regardé si les mamans qui s'étaient nourries avec des fromages au lait cru, et notamment des croûtes, pourquoi pas, hein, ça fait partie du jeu, faisaient des enfants qui avaient une meilleure immunité. Et ben oui, les enfants ont une meilleure immunité si les mamans ont mangé des croûtes et des fromages au lait cru. Alors, au-delà de l'immunité... Même quand on est enceinte. Surtout Ah oui. quand on est enceinte, sinon on ne peut pas avoir d'apport de lait cru. Et au-delà de cet apport-là, parce qu'on parlait quand même aussi de l'éducation au goût, donc peut-être plus une question pour Sarah. On se rend compte finalement, quand on lit quelques articles, je pense notamment à l'article que tu m'avais envoyé, Fred, de Marie-Catherine Mérat, que les sens au niveau neurologique, en tout cas, qui sont activés par le goût, c'est très subjectif, ça va varier d'un être humain à un autre. Et du coup, est-ce que cette éducation au goût... est vraiment lié au contexte dans lequel on va découvrir un produit, la manière dont on le découvre, et peut-être une autre question qui va avec, est-ce que c'est ça qui fait qu'il y a des aliments qu'on n'aime pas petits et qu'on aime grands, et inversement ? Alors, c'est lié et... Enfin, oui. Bon, je vais répondre en deux temps. Le premier temps, c'est que finalement, goûter, c'est aussi manger. Donc, c'est des comportements. Et comme tout comportement, leur expression dépend de plein de facteurs. Les facteurs individuels, donc notre état de stress, notre état émotionnel, la capacité de nos sens, nos organes sensoriels aussi à pouvoir ressentir les choses. Donc, par exemple, là-dessus, plus on va manger ces produits, plus on va manger sucré, plus il va nous falloir une grande quantité pour ressentir que la saveur sucrée. Donc, sur les saveurs, ça marche comme ça. Et moins on va manger salé, donc ça, par exemple, les personnes qui se trouvent avec des régimes thérapeutiques sans sel, très rapidement, au bout d'1 an, vont être capables de ressentir des toutes petites quantités de sel très facilement. Donc, il y a tous ces facteurs individuels, puis il y a tous les facteurs externes qui vont entrer en compte. Et là-dessus, par exemple, on sait que les conditions dans lesquelles on déguste sont très importantes. Si on le fait dans une super bonne ambiance, avec des gens qu'on aime bien, qu'on apprécie, qui fait ni trop chaud, ni trop froid, qui n'a pas trop de bruit sonore agressif, on va trouver un produit très bon. Et ce même produit, dans un contexte totalement différent, désagréable, on va le trouver moins bon. Et entre autres, c'est ce genre d'étude qui a étayé le fait que lors des restructurations de cantines scolaires, on sonorise énormément pour justement faire baisser le niveau sonore et aussi pour le bien-être des élèves aussi qui mangent et qui n'aient pas la tête pleine. Et sur l'autre question, du coup, on comprend que c'est toute une éducation, les goûts. C'est aussi de la transmission culturelle. Donc forcément, quand on grandit, avec toutes les expériences qu'on va avoir, on va emmagasiner des expériences culinaires gustatives positives qui vont pouvoir évoluer, ou négatives, qui vont pouvoir nous faire changer d'avis sur nos préférences. Et là-dessus, ce qui est très intéressant, c'est la saveur amère. Naturellement, souvent, en majorité, de manière innée dès la naissance, on est attiré par la saveur sucrée. On a une appétence naturelle et on rejette l'amertume. Donc ça s'explique d'un point de vue évolutif. Les enfants qui aimaient naturellement la saveur sucrée avaient tendance à plus boire de lait de leur mère, donc à augmenter leurs chances de survie et donc à augmenter leurs chances d'avoir des descendants et donc de transmettre ce goût-là. Alors que l'amertume, quand l'enfant devient autonome, qu'il commence à apprendre à marcher, il peut mettre... plein de choses à la bouche. Et entre autres, ce qui est amer, souvent dans le règne végétal autour de nous, c'est les plantes toxiques. Donc les enfants qui, naturellement, aiment l'amertume et étaient attirés par l'amertume, ont diminué leurs chances de survie et donc d'avoir des descendants et donc de transmettre ce goût-là. Donc aujourd'hui, dans notre société,
où on ne vit plus dans les cavernes, donc d'où le gros problème qu'on a avec cette appétence pour la saveur sucrée. Et bien concrètement, il faut apprendre à nos enfants à aimer la mer et les aider à se réguler sur la saveur sucrée. Passer du vin blanc sucré liquoreux au vin rouge bien amer. C'est ça. Mais bon, moi je parle des 2-3 ans, donc on verra, on peut en reparler. Hein, mais, Non, c'est pour la blague. Une dernière question, Antoine, rapidement. Oui. Concrètement, si j'avais un enfant qui était à l'école, quelle action vous menez pour justement faire ces éducations au goût? Alors, pour faire très simple, mais il y a un phénomène, en fait, on a le petit enfant a des fenêtres sensorielles, c'est-à-dire qu'il va y avoir des moments de sa croissance où il va être particulièrement ouvert aux odeurs, aux textures et aux nouvelles saveurs. Donc pour les tout petits enfants, on peut profiter de ces fenêtres-là. Ensuite, on entre dans la diversification alimentaire, où là, l'enfant est généralement relativement bien ouvert. C'est le moment où il faut en profiter, lui présenter plein de nouvelles choses. Goûter ne veut pas vouloir dire manger aussi, attention, mais plus on va le familiariser avec des nouveaux produits, plus on augmente les chances que plus tard il accepte ces produits-là. Et par contre, à 3 ans, par là, arrive la néophobie alimentaire. Et là, c'est un stade naturel de développement où l'enfant va rejeter tous les nouveaux aliments. Et ça se concorde avec l'entrée à l'école, où en plus on commence à être influencé par ce que racontent les copains. Voilà. Donc très souvent, ça nous donne des parents qui arrivent et qui nous disent « Bon, ben, ils ne mangent plus de légumes, je fais comment ?» Donc là, après, effectivement, c'est un retravail en atelier du goût où tous ensemble, en petits groupes, on déguste, où on remet vraiment les sensations du mangeur au centre, l'aliment au centre. On essaie de faire tomber les barrières négatives qu'il peut y avoir et puis de retrouver ensemble une acuité sensorielle et le plaisir de déguster en toute convivialité. Merci à tous les deux pour toutes ces réponses. Je pense qu'on aurait pu débattre encore longuement, mais le temps passe très vite. Alors ce que je vous propose, c'est de s'arrêter quelques minutes et de se retrouver pour les dernières chroniques rapidement. Alors changez pas d'antenne.